Je m'appelle Aurélie et j'ai 36 ans. Il y a 3 ans, ma fille Léna a reçu le diagnostic d'une maladie sanguine rare qui nécessitait un traitement expérimental non pris en charge par la sécurité sociale ni par notre mutuelle. Le coût s'élevait à 85 000 €. J'ai appelé mes parents en larmes, les suppliant de m'accorder un prêt, n'importe quoi, même seulement 10 000 €. Pour commencer. Mon père s'est raclé la gorge et m'a dit qu'il ne pouvait tout simplement pas débourser un seul centime en ce moment, que les temps étaient durs et qu'ils avaient leurs propres obligations financières. Ma mère a ajouté que les membres d'une même famille ne devaient pas se mettre mutuellement dans des situations aussi délicates. Je me souviens m'être assise sur le carrelage de ma cuisine après cet appel, le téléphone encore tiède dans ma main, les yeux fixés sur les dessins de Léna scotchés sur le réfrigérateur. 6 semaines plus tard, mon frère Maxime a annoncé qu'il achetait une maison. Une vraie maison de plein pied, avec 4 chambres, un sous-sol aménagé et un jardin assez grand pour y installer un portique de balançoire dont il n'avait même pas encore besoin puisqu'il n'avait pas d'enfant. Quand j'ai demandé comment il avait pu financer l'apport personnel, ma mère a rayonné de fierté et a expliqué que papa et elle l'avaient aidé, que c'était un cadeau, une donation familiale qu'il n'avait pas à rembourser. Cela s'est passé le mois même où il m'avait assuré qu'il ne pouvait pas se défaire d'un seul centime. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai accusé personne. Je suis simplement restée assise là, à faire des calculs dans ma tête, le genre de calcul qui vous tord l'estomac. J'ai tout essayé après cela. J'ai vendu ma voiture. J'ai contracté un second prêt en hypothéquant ma maison. J'ai lancé une cagnotte en ligne qui a permis de récolter 12 000 € auprès d'inconnus qui ne connaissaient même pas le deuxième prénom de Léna. Ce ne fut pas suffisant. Le délai pour tenter le traitement s'est refermé avant que je ne puisse réunir la somme nécessaire. Léna s'est éteinte 4 mois après ce coup de téléphone à mes parents, 4 mois après que mon frère a signé l'acte de vente chez le notaire pour sa nouvelle maison avec la balançoire dans le jardin. Je me tenais debout à ses obsèques et je regardais mes parents verser de vraies larmes, le genre de larmes qui vous fait vous demander comment 2 sentiments si contraires peuvent cohabiter chez les mêmes personnes, le deuil d'une petite fille qu'ils avaient laissée mourir et la fierté pour un fils à qui ils avaient offert une maison sur un plateau d'argent. Durant les 3 années qui ont suivi, j'ai érigé un mur invisible. Je continuais de me rendre aux réunions de famille pour les fêtes car je ne voulais donner à personne la satisfaction de dire que j'avais abandonné les miens, mais je gardais tout le monde à distance. Maxime, pour sa part, n'a plus jamais évoqué la maison ou l'argent. Il se contentait de parler de son nouvel îlot central de cuisine ou de son installation home cinéma comme si tout cela ne coûtait absolument rien, comme si cela ne m'avait pas coûté la vie de ma fille. Durant cette période, je suis devenue clerc de notaire spécialisé en droit des successions et du patrimoine, ce qui comporte sa propre part d'ironie compte tenu de ce qui s'est produit ensuite. J'ai appris comment les familles protègent leurs biens, comment elles incluent ou excluent des personnes sur un testament, et comment une simple clause dans un document officiel peut décider de qui restera dans les mémoires et qui sera oublié. La semaine dernière, j'ai reçu un appel de ma mère à 11 h du soir. Sa voix tremblait d'une manière que je n'avais pas entendue depuis l'annonce du diagnostic de Léna. Maxime s'était effondré au travail, victime d'une défaillance d'organes soudaine que les médecins s'efforçaient encore d'expliquer. Et il avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Il avait besoin d'une greffe rapidement, et le registre des donneurs n'avait trouvé aucun profil compatible. Le médecin avait indiqué qu'un parent biologique proche offrait les meilleures chances de réussite. Les mots suivants de ma mère sont de ce que je n'oublierai jamais: tu es sa sœur, Aurélie. Tu es la seule à pouvoir être compatible. J'ai pris la route pour l'hôpital cette nuit-là,
non pas parce que j'avais pardonné quoi que ce soit, mais parce qu'une part de moi ne pouvait pas se résoudre à rester les bras croisés pendant que quelqu'un se mourait, même lui. La salle d'attente baignait exactement dans cette atmosphère stérile au ton gris bleu dont je me souvenais lors des derniers mois de Lena. Les mêmes chaises inconfortables, la même odeur de gel hydroalcoolique et de peur. Ma mère était là, mon père à ses côtés, paraissant plus petit que dans mes souvenirs. Et quand je suis entrée, ma mère s'est levée si vite que son sac à main a glissé de ses genoux. Elle a traversé la pièce et a saisi mes deux mains, les serrant entre les siennes comme pour une prière, les larmes coulant déjà. « S'il te plaît, a-t-elle dit. Tu es la seule à pouvoir le sauver. Tu dois nous aider. » J'ai baissé les yeux sur ses mains qui enveloppaient les miennes, ces mêmes mains qui m'avaient autrefois fait comprendre qu'elle ne pouvait pas dépenser un seul centime. Et j'ai pensé au petit doigt de Lena, devenu si froid sur son lit d'hôpital, un lit semblable à celui dans lequel Maxime était probablement allongé en ce moment même. J'ai pensé au portique de balançoire dont personne ne se servait dans le jardin. J'ai pensé à ces 4 mois, à quel point nous avions été proches du but, et au fait qu'une infime fraction de ceux qu'ils avaient donné à Maxime pour sa maison aurait permis d'accorder plus de temps à ma fille, peut-être assez de temps. J'ai ramassé mon sac que j'avais posé au sol, je l'ai passé sur mon épaule, et j'ai prononcé une phrase, une seule, d'un ton calme, doux et sans appel. Le visage de ma mère s'est décomposé instantanément, elle a blêmi comme si je l'avais frappé. Mon père s'est levé si brusquement que sa chaise a grincé sur le sol. Et à ce moment précis, le médecin est sorti de derrière les doubles portes, un dossier à la main, balayant notre petit groupe du regard avec la neutralité professionnelle de quelqu'un qui a déjà annoncé 1000 types de mauvaises nouvelles. Il m'a regardé directement et a demandé, donc, c'est un oui. Vous acceptez de faire les tests de compatibilité pour le don? Les yeux de ma mère étaient grands ouverts, pleins d'espoir, ses mains flottant encore à l'endroit où elle serrait les miennes un instant plus tôt. J'ai regardé le médecin, puis mon père, puis ma mère, et j'ai dit la seule chose que j'étais venue exprimer, non, je ne ferai pas de test. Je ne suis pas candidate au don d'organes. Je suis ici pour voir mon frère, pas pour le sauver. Le silence qui a suivi m'a paru plus lourd que tout ce que j'avais pu ressentir dans cet hôpital auparavant, plus pesant encore que le silence qui s'était installé lorsque le pédiatre de Lena m'avait annoncé que la fenêtre d'accès au traitement s'était refermée. Ma mère ouvrait et fermait la bouche comme si elle cherchait de l'air. Tu ne penses pas ce que tu dis, a-t-elle murmuré. C'est ton frère. Il est en train de mourir, Aurélie. Je lui ai répondu calmement que je savais exactement à quoi ressemblait la mort, que j'avais vu cela se produire de très près avec mon propre enfant pendant que les membres de cette famille décrétaient qu'une maison importait plus qu'un traitement médical. Je lui ai dit que je ne cherchais pas à punir Maxime pour sa maladie, mais que je n'allais pas non plus faire semblant de croire que la biologie effaçait ce qui s'était passé 3 ans plus tôt. Mon père a tenté une autre approche, de cette voix basse et posée qu'il adoptait toujours lorsqu'il voulait paraître le plus raisonnable dans la pièce. Il a dit que les choses étaient complexes à l'époque, qu'ils avaient des engagements financiers que je ne comprenais pas, et que le fait d'aider Maxime pour ça maison n'était pas un choix dirigé contre Lena. Je lui ai posé une question toute simple, si ce n'était pas un choix délibéré, alors pourquoi, parmi tous les membres de cette famille, ai-je été la seule à m'entendre dire qu'il n'y avait pas un centime disponible? Tandis que mon frère a reçu un apport personnel suffisant pour s'offrir une maison de 4 chambres avec un jardin dont il n'avait pas l'utilité? Aucun d'eux n'a répondu. Le médecin, sentant qu'il venait d'interférer dans une histoire bien plus complexe qu'une simple consultation de routine, a doucement glissé qu'il nous
Laissait quelques minutes et s'est retiré derrière les doubles portes. Ma mère m'a attrapé le bras avant que je ne puisse m'éloigner et m'a demandé comment je pouvais faire preuve d'autant de froideur, comment je pouvais laisser la rancœur l'emporter sur la famille. J'ai retiré mon bras doucement mais fermement et je lui ai répondu qu'il ne s'agissait pas de rancœur, car la rancœur aurait consisté à refuser catégoriquement de venir. J'étais là. Je comptais rester dans cette salle d'attente aussi longtemps que Maxime aurait besoin de la présence d'un membre de la famille. Je lui parlerais s'il souhaitait me parler. Mais mon corps, la dernière chose sur laquelle je conservais un contrôle réel dans l'histoire de cette famille, n'était plus négociable. J'ai expliqué aussi calmement que possible que la douleur d'un deuil ne s'efface pas simplement parce que l'urgence des autres devient soudainement plus impérieuse que la mienne ne l'avait jamais été à leurs yeux. La femme de Maxime est apparue dans le couloir un peu plus tard, ayant perçu des bribes de notre dispute à travers la porte. Elle avait l'air épuisée, effrayée, prise au piège au milieu d'un drame qui avait commencé bien avant son mariage. Elle m'a demandé à voix basse, sans le moindre reproche dans le ton, s'il y avait quoi que ce soit qui puisse me faire changer d'avis. Je lui ai dit la vérité, que ce n'était pas une question de groupe sanguin ou de probabilité médicale, mais que c'était l'effet d'une famille qui m'avait enseigné exactement à quel point j'étais remplaçable l'année même où ma fille avait le plus besoin d'eux. J'ai ajouté que j'espérais sincèrement que Maxime trouverait un donneur compatible, car personne ne mérite d'endurer la perte d'un proche. Mais que l'espoir et le devoir sont deux choses bien distinctes, et que j'avais fini de les confondre. Maxime a fini par trouver un donneur compatible grâce au registre national. Plutôt que par mon intermédiaire, un cousin éloigné du côté de mon père qui connaissait à peine nos différents familiaux et qui se trouvait simplement être compatible. Il a survécu à l'opération. Je lui ai rendu visite une fois pendant sa convalescence, je suis restée assise près de son lit pendant 20 minutes. Et je lui ai dit que j'étais heureuse qu'il soit en vie. Il s'est excusé à mi-voix de n'avoir jamais abordé le sujet de la maison, d'être resté silencieux. Pendant que nos parents construisaient leur version de prétendues difficultés financières. Ce n'était pas tout, mais c'était déjà quelque chose. Et pour la première fois en 3 ans, j'ai senti qu'au moins une personne dans cette famille comprenait le prix de ce silence. Mes parents et moi ne nous parlons presque plus aujourd'hui. Les fêtes passent sans que je ne m'assoie à leur table, et j'ai fait la paix avec cela d'une manière que je n'aurais pas cru possible un an plus tôt. Je me rends sur la tombe de Léna chaque mois. Et ces derniers temps, j'y apporte des fleurs qui me rappellent ses dessins, de petites maisons jaunes aux fenêtres bleues, le genre de foyer chaleureux dans lequel elle n'a jamais eu l'occasion de grandir. J'ai appris que la famille ne se résume pas à ceux qui partagent votre sang, mais qu'elle se compose surtout de ceux qui répondent présents quand cela leur demande un véritable effort. Mes parents m'ont montré exactement qui ils étaient. Le mois où ils ont prétendu ne pas pouvoir débourser un centime. Et j'ai enfin cessé d'attendre qu'ils deviennent quelqu'un d'autre. Si cette histoire vous a touché, si elle est restée gravée en vous et vous a fait réfléchir à la famille dans laquelle on est face à celle que l'on choisit, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre cette chaîne pour d'autres récits aussi authentiques et poignants que celui d'Aurélie. Tant d'autres voix attendent d'être entendues, et votre soutien permet à chacune d'elles d'exister.